Vous vous souvenez du Covid? Alors oui, vous vous souvenez sûrement de la plus grande pandémie récente, du premier confinement, du nous sommes en guerre, de tout le délire avec les masques qui étaient là, puis finalement inutiles, Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. puis en fait obligatoire en extérieur, Le port du masque sera rendu obligatoire. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. du quoi qu'il en coûte, c'était à ce moment-là aussi, ça faut dire qu'on y est bien revenu là-dessus, Quoi qu'il en coûte. puis du moment du confinement où on a tous flippé, puis on a appris à faire du pain maison, mais surtout où on était rivé sur la courbe des contaminations qui égrenait chaque jour le nombre de morts et de nouveaux cas positifs. Ça nous a permis d'enfin comprendre ce que ça voulait vraiment dire une courbe de propagation exponentielle, et surtout, on est tous un peu devenus des experts épidémiologistes en carton, à observer les taux de positivité des tests PCR et à interpréter le niveau du R0, alors qu'on n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire seulement quelques semaines auparavant. Vous vous souvenez peut-être du site Covid Tracker, lancé par un entrepreneur enthousiaste qui permettait au grand public de visualiser en temps réel les données de la pandémie. Et c'est peut-être là l'un des points les plus remarquables de cette période. De fait, c'est pas la première pandémie de l'histoire en France, mais c'est la première qui se passe à l'ère informationnelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le fait de pouvoir accéder aux données à l'échelle nationale en temps réel, c'est en fait beaucoup plus impressionnant que ce qu'on pourrait penser. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Au moment du Covid, on a été en besoin urgent d'accéder aux données de contamination et d'hospitalisation, notamment parce que c'est de ces données que dépendaient les décisions politiques. Sauf que les données, elles n'existent pas comme ça, dans un grand fichier magique qui s'appellerait les données de santé et dans lequel il suffirait d'aller regarder. C'est pas aussi simple. Ces données, il a fallu les construire, et ça a demandé un gros travail de la part de plusieurs organismes assez différents qui ont dû s'adapter extrêmement vite pour réussir à fournir des éléments suffisamment solides. Une équipe de sociologues est justement allée interroger les différents acteurs qui ont permis cette centralisation, et ils ont montré toutes les difficultés liées au fait de rendre accessibles ces données. Cette vidéo se fait donc dans le cadre d'un partenariat avec l'École des Mines et la coopérative Datactivist qui accompagne les initiatives d'Open Data, et on a obtenu un financement de l'Agence nationale de la recherche pour que je puisse vous expliquer le chemin qu'il a fallu parcourir pour obtenir des belles courbes et des beaux graphiques à partir des données de santé. On est parti pour le 4e épisode des coulisses de la recherche. Vous vous êtes déjà rendu compte d'à quel point les chiffres sont devenus absolument nécessaires dans l'exposition de n'importe quel énoncé, qu'il soit scientifique, politique, sanitaire ou quoi que ce soit. On peut mettre en avant le raisonnement le plus pertinent du monde, si jamais on n'a pas de chiffres, c'est comme si ça n'avait aucune valeur. Et dans l'autre sens, on a l'impression qu'à partir du moment où on a des chiffres, il suffit à démontrer absolument tout et n'importe quoi, sans qu'on ait besoin d'en dire plus. Dans le cas du Covid, le gouvernement lui-même s'était fendu d'un spot publicitaire mettant en scène un repas de famille où discutaient des personnes sceptiques vis-à-vis de la vaccination, et qui se terminait de façon un peu spectaculaire comme ça. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Mais est-ce qu'on ne peut vraiment pas débattre des chiffres? Je me sens obligé de vous rappeler le petit trait d'esprit du prix Nobel d'économie Ronald Coase: si vous torturez un jeu de données suffisamment longtemps, elles finiront par avouer. Maintenant qu'on a dit ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner toute velléité de chiffrage. Au contraire, la quantification est un élément important pour permettre l'objectivation d'un phénomène. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans une forme de relativisme qui viendrait à dire de toute façon, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, et que par conséquent, il ne faudrait leur accorder aucune importance. Pas du tout. Mais si on veut comprendre l'intérêt et surtout les limites d'un chiffrage, il est important de bien avoir en tête les conditions de production d'une donnée scientifique. Par exemple, si je veux savoir quel est le taux d'obésité en France, je peux pas me contenter de compter les gros à l'œil nu comme ça. Je vais devoir créer des indicateurs standardisés, comme par exemple l'indice de masse corporelle, IMC, qui nous donne un chiffre en fonction de notre poids et de notre taille. Mais on sait que cet indicateur est très imparfait. Teddy Riner, avec ses 130 kg pour 2,04 m, serait considéré comme obèse avec un IMC de 31, alors qu'il est juste très musclé. Vous voyez déjà que pour simplement mesurer un phénomène, on se heurte à des problèmes de définition, d'indicateurs, mais aussi de qualité des données, parce que ce sera pas la même chose si on collecte les informations en demandant aux personnes de s'auto-déclarer, ou si on a accès à des données cliniques produites par des médecins. L'un des travaux fondateurs sur le sujet en sociologie des sciences, c'est le livre La vie de laboratoire de Bruno Latour et Steve Wolgaert, sorti en 1979. Ils font une enquête ethnographique dans un laboratoire de recherche en endocrinologie sur des chercheurs qui finiront par avoir le prix Nobel pour leur découverte, donc on est sûr que c'est de la science sérieuse.
Et Latour et Wohlgart montrent que les faits scientifiques ne sont pas simplement découverts, mais sont le résultat d'un processus complexe de négociation, de choix méthodologiques et de consensus au sein de la communauté scientifique. Ils soulignent que les données sont notamment influencées par les interactions sociales, les instruments de mesure, les intérêts et les contextes culturels des chercheurs. Je ne vais pas développer davantage ici, je vous invite à vous y intéresser. Le livre est notamment resté célèbre parce qu'il permettait de révéler que la science est autant un produit de l'activité humaine et des dynamiques sociales qu'une découverte objective de la réalité. Et justement, pour revenir au cas qui nous préoccupe, les données liées au Covid, elles ne vont pas de soi. Elles reposent sur des choix concrets qui ne viennent pas que des normes de la vérité scientifique. Par exemple, au début de la pandémie, quand on ne fait pas encore de test PCR, comment on sait qu'une personne est morte du Covid ou d'un autre virus respiratoire? En fait, ça c'est directement un gros morceau parce que la cause de la mort, c'est une donnée beaucoup plus difficile à identifier que ça en a l'air. Gardez ça dans un coin de votre tête, on y reviendra plus tard. Pour prendre un exemple plus trivial, si une personne est hospitalisée pour une jambe cassée et qu'elle est testée positive au Covid mais qu'elle n'a pas de symptômes, est-ce qu'on la compte parmi les personnes Covid hospitalisées? D'un côté, on pourrait dire que oui, parce que c'est factuellement son cas, mais d'un autre côté, elle n'a pas été hospitalisée à cause du Covid. Donc, est-ce que ça ne viendrait pas fausser l'information qu'on essaye d'avoir quand on regarde le taux d'hospitalisation? Et d'ailleurs, quelle information on essaye d'avoir quand on regarde le taux d'hospitalisation? Est-ce qu'on utilise cette donnée pour évaluer la dangerosité du virus? Dans ce cas, il vaut mieux pas compter ma jambe cassée dedans, parce qu'on est sur un cas asymptomatique. Ou bien est-ce qu'on essaye d'évaluer le taux d'occupation des hôpitaux et le nombre de lits disponibles? Et dans ce cas-là, ça peut avoir du sens de compter ma jambe cassée dedans. Vous voyez que ce genre de questions n'ont pas de réponse évidente. Elles reposent sur des choix méthodologiques et aussi sur les questions qu'on se pose. Et tous les organismes ne posent pas nécessairement aux données les mêmes questions. Et là, je vous parle même pas de la communication des données au public. Sur ce sujet, on a pu voir en direct ce que ça pouvait causer de ne pas savoir suffisamment comment les données de mortalité étaient construites, parce qu'on a vu des tableaux de l'INSEE circuler un peu partout sur Facebook notamment, qui visaient à nier la surmortalité due au Covid, sans prendre le temps de voir que le tableau ne présentait pas les personnes mortes ce mois-ci, mais seulement les décès enregistrés ce mois-ci. Et enregistrer les données de mortalité, ça prend du temps, donc fatalement ça crée un petit décalage. Mais encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Ah, et si vous les voulez, les données consolidées, on les a maintenant, il y a eu environ 56 000 morts de plus en 2020, soit une surmortalité de 9% par rapport à 2019, alors même qu'on a eu moins de grippe et moins d'accidents de la route. Tout ça pour dire que même si en soi les données n'étaient pas fausses, la circulation de données incomplètes a participé au brouillage des informations. Et de fait, on a vu des personnels de l'INSEE obligés d'aller sur les plateaux télé pour expliquer les données et comment les interpréter. Valérie Roux, vous êtes chef du département de la démographie à l'INSEE. Comment doit-on lire ces statistiques? Donc sur cette période mars-avril, par rapport à l'année dernière, on était avec 27 000 décès supplémentaires. Si vous faites cette comparaison en démarrant du 1er janvier, vous aboutissez à un nombre de décès supplémentaires beaucoup plus faible. Pourquoi? Simplement parce que en janvier, février et mars, il n'y a pas eu de grippe saisonnière très forte. Donc tout dépend en fait de l'analyse que vous voulez mener. Mais il est vrai que sur certains réseaux sociaux actuellement, on voit cette comparaison à partir de janvier apparaître pour minorer un petit peu l'effet de l'épidémie de Covid. C'est pas que ça la minore, simplement ça donne une résultante du Covid et de la grippe. Ça vous donne une petite idée du bordel que ça a été pour tous les organismes de traitement statistique pour pouvoir se coordonner et sortir des données à peu près potables. Le tout dans un contexte de pandémie où les gens sont quand même à moitié confinés, mais où il faut aller très vite tout en restant solide parce que les décisions du gouvernement dépendent directement de ces données. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça s'est fait cette centralisation des données et surtout quels ont été les principaux défis à relever? Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la production des données pendant le Covid, elle ne s'est pas faite d'une façon centralisée, avec l'État d'un côté qui dirigerait la manœuvre et des centres calculatoires en état de marche qui appliqueraient les consignes. Il y a près de 60 systèmes d'information qui ont été mobilisés pour produire et diffuser les données de la pandémie, et ça s'est fait avec un certain nombre de ratés et de défis organisationnels. Pour étudier ça, les auteurs de l'étude dont je vous parle ont fait une enquête qualitative pendant plus d'1 an, dans laquelle ils ont fait plus d'une trentaine d'entretiens approfondis avec toutes les personnes qui ont participé au travail de centralisation des données dans les divers services de l'administration. Pour vous faire une idée, il y a le Centre de crise sanitaire, la Direction générale de la santé, la DRES Santé publique France, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Délégation du numérique en santé, l'Agence du numérique en santé, Etalab, plusieurs agences régionales de santé. Bref, ça vous donne une petite idée de l'étendue des acteurs. Et globalement, les auteurs de l'étude mettent en avant 3 principales épreuves qu'il a fallu surmonter.
Premièrement, des épreuves infrastructurelles qui touchent à la capacité des données à passer d'un système d'information à un autre jusqu'aux services centraux de l'État. Deuxièmement, des épreuves représentationnelles où on se demande comment les données peuvent correctement représenter la réalité de la crise. Et troisièmement, des épreuves énonciatives qui soulignent la difficulté à communiquer une information unique et définitive quand on a une multiplicité de données. En gros, 1. Quel instrument on utilise, 2. Comment on crée de la bonne donnée, et 3. Comment on la communique. Pour comprendre le problème, il faut remonter un petit peu dans le temps, au début de la crise. On est fin février 2020, le système hospitalier de l'Italie entre en crise majeure, et on doit commencer à prendre des décisions en France. Mais problème, on est incapable de voir ce qu'il se passe dans les hôpitaux français. On n'a pas de data. Du coup, pendant que le 18 février 2020, le tout nouveau ministre de la Santé nous disait au micro de France Inter « D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. » Eh bien, dans le même temps, un membre du centre de crise sanitaire nous disait « Il n'y a pas de vision à l'hôpital, il n'y a pas de vision ni du capacitaire, ni des patients par diagnostic. Donc, on sent que ça monte, on sent qu'on est aveugle sur ça et on sait que ça va être ça l'enjeu. » Du coup, il faut, dans l'urgence, déployer un outil qui permette de suivre l'évolution du virus, et ça va se faire en transformant le portail CIVIC, qui était le système d'information pour le suivi des victimes, créé en 2015 à la suite des attentats du 13 novembre. Et il devient, à la suite, le système d'information pour le suivi des victimes d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles. En quelques jours, l'outil est modifié et déployé dans tous les hôpitaux pour permettre de collecter et de centraliser les données sur les patients. Et dès le 17 mars, les données sont partagées en accès libre sur data.gouv.fr avec une mise à jour quotidienne. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Déjà, on ne pouvait pas utiliser cet outil pour récupérer les données dans les EHPAD. Mais surtout, les équipes se sont rapidement trouvées confrontées à des problèmes très concrets concernant l'harmonisation des informations. Et ça va nous permettre de comprendre vraiment dans le détail comment se construisent des données. En fait, pour pouvoir agréger les données des différentes régions, il fallait se mettre d'accord sur toute une série de définitions. Comment on identifie un lit disponible, comment on compte un cas positif. Par exemple, un truc tout bête. Mais quand on veut une remontée quotidienne des données, il faut que tout le monde se mette d'accord sur comment on compte la journée. Dans les hôpitaux, les données, elles étaient remplies au fur et à mesure, au moment où les personnes qui sont chargées avaient un petit peu de temps pour s'en occuper. Mais du coup, ça avait pour effet que la remontée des données, elle pouvait être incomplète à certains endroits si la personne qui s'en occupe n'avait pas encore eu le temps de s'y mettre. Et du coup, il a fallu forcer tous les responsables à synchroniser leur saisie. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est démarrer et arrêter la prise de données chaque jour aux mêmes horaires. Ce qui n'est pas vraiment la façon de faire habituelle dans un hôpital débordé. Et je vous passe les différences de format, de notation ou d'abréviation qu'il a fallu gommer entre les différents services. Mais le plus gros déploiement en termes d'infrastructure, il est arrivé un peu plus tard, c'est le portail SIDEP, pour Système d'information pour la déclaration des essais de produits, qui permet de centraliser les informations concernant les essais cliniques, puis plus tard de VAC-C, qui permettait de faire le suivi des vaccins. Et c'est surtout ces deux derniers outils qui constituent une véritable avancée technique, mais qui vont aussi être très lourds en termes d'infrastructure. Et que du coup on était obligé de fermer depuis, parce que c'était vraiment trop compliqué de continuer à faire tourner une grosse machine comme ça. Pour prendre l'exemple de SIDEP, il est déployé le 13 mai 2020, et il a permis en quelques semaines de faire remonter les informations de plus de 5000 laboratoires, suivi rapidement de plus de 9000 pharmacies et médecins généralistes, en fournissant les résultats des tests biologiques de façon standardisée. Il faut se rendre compte de la dinguerie que ça a été. Ça permettait de suivre à l'instant T qui a été dépisté, qui a eu un test positif, en pouvant aller à l'échelle fine de l'individu et non pas juste du nombre de cas dans une population. D'ailleurs, ce niveau de détail, ça a pas mal dérouté les épidémiologistes, parce que c'est pas du tout le genre de données auxquelles ils sont habitués. Donc ce que nous montre cette étape, c'est que même après la mise en place d'outils et de normes, on n'a pas du tout eu une belle machine bien huilée où tout remontait automatiquement, mais il a fallu bricoler un peu tout le long avec de nombreux échanges de mails, de fichiers Excel, d'appels téléphoniques, de visioconférences pour ajuster les choses tout au long de la pandémie et sans jamais arriver à une structure optimale. Même avec l'outil SIDEP, l'infrastructure a beau être impressionnante, elle dépend quand même des humains qui remplissent les données. Comme l'avait déjà montré Latour et Woolgar dans l'avis de laboratoire, la collecte des données, elle passe en grande partie par des échanges informels entre les différents niveaux d'administration pour compléter,
et surtout pour vérifier les données. Et là, on va en arriver au deuxième grand point d'achoppement. Une fois qu'on a réussi à faire communiquer les différents services et qu'on a l'infrastructure pour récolter les informations, comment on fait pour s'assurer de la qualité des données ? Quand on comprend le contexte dans lequel étaient produites les données, on comprend à quel point il était crucial de s'assurer de leur solidité et de leur capacité à être des bonnes représentantes de la pandémie. Mais les personnes qui manipulaient directement ces données, elles voyaient à quel point elles pouvaient être fragiles parce que ils voyaient apparaître des doublons, des écarts incompréhensibles ou des valeurs aberrantes. Et donc on a toute une partie du travail qui a consisté à mettre en place une veille sur les données pour essayer de repérer les signes de vulnérabilité ou les points de décrochage pour parvenir à réparer les données au fur et à mesure. J'avais un collègue de l'agence régionale qui était référent civique. Il voyait des atypies, il les remontait au référent médical qui appelait les établissements en disant « Là c'est pas possible, vous mettez que vous avez 50 personnes qui sont arrivées, il y a un problème de saisie parce qu'on n'a pas un pic comme ça d'arrivée. » Et la personne disait « Ah non, c'est juste que je me suis trompé dans la date » et du coup, il corrigeait. Les chercheurs ont donc pu voir qu'il y a vraiment un effort collectif qui a été mis en place pour essayer de prendre soin des données, notamment parce qu'elles étaient cruciales pour les décisions politiques, comme les confinements ou la fermeture des bars. Et d'ailleurs, l'un des rôles de ces responsables statistiques, ça a aussi été d'alerter les autorités sur la fragilité de certaines données, ou encore de leur expliquer comment les utiliser de façon rigoureuse. C'est ce que nous explique notamment un membre de la DREES au sujet des données de l'Interror qui agrège les données des différentes agences régionales de santé, notamment sur la disponibilité des lits dans les différents services intensifs. Il voulait faire la soustraction pour avoir le nombre de lits disponibles. Ça ne marchait pas parce que un lit peut ne pas être occupé, mais ne pas être disponible, parce qu'il peut y avoir un temps de reconfiguration, il peut manquer du personnel, il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'un lit... Bon, au moment où ils ont dit qu'ils allaient utiliser en numérateur le nombre de victimes dans Civic et en dénominateur les données de l'Interror, alors là j'ai dit mais non, surtout pas quoi, alors qu'on s'est débattu pendant un mois pour faire exister ces données. Sur cet exemple particulier, le calcul des lits disponibles il a finalement été réalisé à partir d'autres données plus anciennes, mais beaucoup moins fragiles. Ça vous donne une petite idée des challenges auxquels on se retrouve confronté lorsqu'on doit arbitrer entre rapidité et mise à jour d'un côté et qualité des données de l'autre. Et évidemment, l'une des données compliquées à vérifier par excellence, c'est la cause des décès. Je vous ai déjà dit que j'y reviendrai, et c'est vrai que c'est un point important parce que le nombre de morts et la cause de la mortalité, ça a été la source de beaucoup de thèses complotistes, notamment parce que c'est des données pas évidentes à manipuler. À ce propos, je vous signale qu'un classique sur cette question-là vient juste d'être traduit en français, c'est le livre Arranger les choses, des conséquences de la classification de Geoffrey Boker et Susan Starr, et il est paru l'année dernière aux éditions de l'EHESS. Ce qu'il montre, c'est que la cause de la mort n'est pas simplement un fait médical, mais c'est aussi une construction sociale. La manière dont la cause de la mort est déterminée et enregistrée, elle est influencée par des facteurs culturels, politiques et économiques. Certaines causes vont donc être sous-rapportées ou sur-rapportées en fonction des incitations économiques ou des politiques de santé publique. Par exemple, les crises cardiaques peuvent avoir tendance à être sur-rapportées parce que les hôpitaux peuvent bénéficier de revenus supplémentaires provenant de traitements contre les maladies cardiovasculaires. Et à l'inverse, on voit qu'on a tendance à sous-rapporter les maladies professionnelles ou les suicides, soit pour minimiser la responsabilité légale de l'employeur, soit pour éviter la stigmatisation sociale. Et il y a évidemment des cas où c'est difficile d'avancer une cause unique qui rentre bien dans les petites cases. Pour prendre un exemple, les personnes malades du sida ne meurent jamais vraiment du sida directement, mais plutôt d'une infection opportuniste comme une pneumonie ou la tuberculose. Du coup, même si le sida a bien joué un rôle en abaissant les défenses immunitaires, il est possible que la cause de la mortalité soit attribuée à l'autre infection. Et je vous parle même pas des morts en maison de retraite, parce que on est bien d'accord que mourir de vieillesse, ça veut rien dire, mais expliquer pourquoi exactement le cœur s'est arrêté, ça peut être extrêmement difficile. Et là-dessus, le Covid, en ayant assez peu de symptômes spécifiques, n'aide pas vraiment à discriminer entre les cas. Parce que, évidemment, on peut très bien mourir avec le Covid sans être pour autant mort du Covid. Pour vous faire une idée, en moyenne, il faut 11 jours pour déterminer la cause de la mort en temps normal. Et pour l'INSEE, on considère qu'il faut 2 ans pour avoir des données stabilisées sur le nombre de morts et leur cause. Du coup, vous imaginez bien que quand il a fallu produire des données en temps réel sur un truc qui demande des mois à être consolidé, les premières données disponibles ne correspondent pas forcément à grand chose. C'est pour ça qu'on a eu autant de bordel autour des données de mortalité, mais il faut bien avoir en tête que c'est normal de pas avoir des chiffres consolidés tout de suite. Parce que le point qui me semble important de souligner, c'est à quel point l'attention aux données et à leur fragilité a été au centre des préoccupations. D'habitude, c'est typiquement le genre de truc qu'on essaye de mettre un petit peu sous le tapis, mais là,
pas du tout. Et le truc vraiment singulier, c'est que ces préoccupations, elles ne sont pas du tout restées entre les mains des experts. Vous vous souvenez du site de visualisation Covid Tracker dont je vous parlais? Eh bien, les personnes qui le codaient, mais aussi tout un groupe de journalistes, ont contribué à surveiller la qualité des données et ont participé à des discussions avec des statisticiens publics quand ils avaient repéré une erreur ou même quand ils avaient simplement une petite suspicion à l'égard de tel ou tel chiffre. Après ça, une fois qu'on a rassemblé des données à peu près solides, il nous reste une dernière étape, la communication. Et là encore, c'est pas quelque chose de facile ou d'évident. C'est un problème qui est loin d'être nouveau, c'est bien d'avoir des experts qui étudient un phénomène, mais c'est tout aussi important de réfléchir à la façon dont on va communiquer ces résultats au grand public. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment dans la culture des scientifiques de faire de la vulgarisation. Une archive était ressortie à ce moment-là sur la communication désastreuse qu'avait faite le gouvernement au moment du nuage de Tchernobyl, principalement à cause de ces raisons-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le professeur Pellerin et son équipe sont des techniciens. Ils ont travaillé comme des bêtes pendant un mois. Je crois que jamais personne ne l'a assez dit. Le problème, c'est que ça n'est pas leur métier de faire de la communication médiatique. Et en plus de ça, quand on est au feu, quand on est pompier, qu'on est au feu, on n'est pas en état d'aller répondre au téléphone et d'aller toutes les 5 minutes donner un renseignement. Et de fait, depuis ce moment-là, mais aussi depuis la grippe aviaire H1N1 qui avait fait pas mal de bordel, on fait beaucoup plus attention à la question de la transparence de l'information. Notamment parce qu'on sait aujourd'hui que la confiance de la population est absolument cruciale pour parvenir à une bonne gestion d'une épidémie. Alors, loin de moi l'idée de conclure que la communication a été parfaite au cours de la pandémie. Comme je l'ai souligné au début de cette vidéo, on peut même dire que certaines déclarations des responsables politiques ont clairement été délétères. Porter un masque est parfaitement inutile. Mais concernant le partage de données, on ne peut que souligner à quel point la volonté de transparence a été là dès le début. Le département Données de Santé publique France a publié quotidiennement des données sur le portail datagouv.fr et ce dispositif a connu un grand succès, devenant un moment clé pour les données ouvertes françaises. D'ailleurs, je précise que la France a été le premier pays au monde à avoir rendu ces données disponibles en open access. Au moment de la pandémie, on a eu beaucoup de communication. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Il faut dire que c'était un petit peu la seule info disponible à ce moment-là, donc on était tous un petit peu pendus aux lèvres des journalistes, des responsables, des politiques, des médecins ou même des youtubeurs qui avaient des informations sur le sujet. Et avec cette démultiplication des énoncés, on a vu naître un problème qui n'avait pas vraiment été anticipé. Les chiffres de la pandémie n'étaient pas nécessairement les mêmes d'un énonciateur à l'autre, et même les tendances statistiques pouvaient aller dans des directions opposées. Forcément, ces divergences ont suscité des accusations de manipulation et de mensonges, et elles ont considérablement ébranlé la confiance du public. C'est-à-dire que, finalement, le ministère, suivant que ce soit l'adresse, Santé publique France ou les ARS, on est arrivé à produire des données différentes. Et donc les gens, la société civile, ont interprété ça comme étant des mensonges. C'est-à-dire que si nous, en ARS, on disait qu'on avait 15 morts et que Santé publique France n'en trouvait que 9 tel jour, du coup, est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 9? Qui nous ment? En fait, ce genre de données divergentes n'est pas forcément rare, et ça s'explique notamment parce que tout le monde ne pose pas la même question aux données, et donc n'a pas besoin de la même précision d'information. Ce qui peut poser des problèmes quand on pose à une base de données accessible une question pour laquelle elle n'a pas vraiment été faite. On avait une production de données qui était faite au niveau des agences, mais qui n'était pas faite au niveau national. Parce que, au niveau national, ce qui les préoccupait par exemple, c'était de voir combien il y avait d'hospitalisations sur une région ou un département. Mais nous, il fallait qu'on sache dans quel établissement, il fallait savoir si la capacité était adaptée au niveau de tel établissement pour supporter la pression par exemple. Ça nous a contraint de fournir des données qui étaient en contradiction avec les données nationales parce qu'on les traitait pas forcément de la même façon. En fait, le problème, c'est pas tant qu'il existe une multiplicité de données au plus fort de la crise et qu'il faille un peu de temps pour les stabiliser. Et c'est plutôt de savoir comment on fait pour énoncer publiquement une donnée unique sur un phénomène précis. Pour parvenir à ça, il a donc fallu faire un lourd travail d'harmonisation pour éviter les doublons ou corriger les erreurs dans les données, et ça a généré des tensions et du travail supplémentaire pour toutes les agences locales. Et parallèlement, et c'est important de le souligner, des efforts ont été faits pour essayer d'expliquer publiquement les différences de données plutôt que de les masquer. Par exemple, en mai 2021, le Parisien explique directement au public pourquoi il y a une surestimation de l'ordre de 20% du taux d'incidence, c'est-à-dire du nombre de personnes
personnes testées positives pour 100 000 habitants. Le problème était tout bête et venait du fait qu'avec un même échantillon, on a essayé non seulement de tester de la positivité au Covid, mais on essayait aussi de savoir quelle variante on avait entre Delta ou Omicron à partir de la même base anonymisée. Le problème, c'est que s'il y avait la moindre faute de frappe dans le pseudo du patient, comme une majuscule ou un espace en trop, ça suffisait à créer un nouveau patient dans la base de données, et donc un patient positif, parce que si on essaie d'identifier la souche de virus, c'est que c'est forcément sur des cas positifs. Le taux d'incidence a donc été surestimé pendant plusieurs mois, et on a pu le détecter parce qu'il y avait des incohérences qui ont été relevées entre les données de Santé publique France et celles des agences régionales de santé. Il a fallu appliquer une règle de standardisation et supprimer tous les caractères spéciaux qui pouvaient prêter à confusion dans l'anonymisation des patients. C'est un truc tout bête, mais ça vous montre à quel point de toutes petites erreurs comme ça, elles peuvent finalement biaiser une base de données sans qu'il y ait de malveillance ou de volonté de tromper de la part des autorités. Et c'est aussi important de voir que finalement il y a eu beaucoup de transparence sur ces erreurs, et avant même que la solution soit implémentée, le Parisien faisait déjà de la pédagogie sur cette erreur spécifique. Ça a aussi été un moment de pédagogie grâce aux experts qui ont accepté de faire des plateaux télé comme Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne reçue dans une émission de Pujadas, qui était censée faire de la pédagogie sur le Covid, mais qui faisait la grossière erreur de comparer le haut des pics de variation avec le bas sans faire la moyenne de la semaine. Tout le monde fait la moyenne sur 7 jours. Donc, il ne faut pas montrer ces trucs où on voit un pic et machin, et ensuite on compare le pic et le creux à l'intérieur d'une semaine. C'est pas sérieux comme façon de faire. La Grande-Bretagne, il faut montrer les moyennes glissantes sur 7 jours. C'est ce que font tous les professionnels. Donc, même si certains journalistes faisaient encore des erreurs, on a tout de même eu plusieurs personnes pour faire ce que j'appelle la pédagogie de la moyenne glissante, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait comprendre qu'on compte moins de contamination le week-end et davantage le lundi en raison du temps de remontée des données, et que c'est donc la moyenne de la semaine la donnée pertinente à comparer. Ça, c'est une courbe qui est à la hausse. Mais c'est une courbe qui est stable. Si vous faites de la moyenne sur les 7 jours, vous verrez que c'est stable. Ça n'a pas de sens, votre truc. Vous prenez le point élevé. Je peux vous dire qu'en France, on meurt énormément le vendredi et beaucoup moins le dimanche. Parce que le vendredi, on rajoute les morts dans les EHPAD. Ça fait des oscillations pardonnez-moi, il y avait quand même une... Donc, malgré les erreurs d'énonciation, les bonnes informations étaient tout de même accessibles. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo que Defecator avait faite sur le sujet et dont j'ai repris ici l'exemple. Outre dans la presse, on a aussi pu voir sur Twitter des personnes qui publiaient des tableaux de bord et des visualisations et qui échangeaient en public sur des cas spécifiques de dissonance, soit pour interpeller les personnes de l'administration pour qu'elles fournissent une série de précisions, soit pour expliquer elles-mêmes les bonnes raisons de ces dissonances. Donc ça a donné lieu à des réunions avec des spécialistes et pas mal d'explications dans les médias qui ont aidé à clarifier les processus de production et de circulation de ces données, même si beaucoup de gens sont quand même restés sceptiques sur le sujet. Pour finir, ce tour d'horizon nous aura permis de montrer plusieurs des difficultés liées à la quantification. On connaît ce problème à chaque fois qu'on a une crise de ce genre, mais on peut souligner que le Covid-19 a quand même rajouté une couche de complexité. Et de façon plus générale, cet exemple des statistiques du Covid, il nous permet de montrer à quel point les données de recherche, elles ne vont pas de soi et qu'elles nécessitent d'être construites. Quand un politique veut savoir combien de lits d'hôpitaux sont disponibles, il ne suffit pas d'appuyer sur un ordinateur central qui irait chercher une information déjà existante, il faut créer l'information. Et bien sûr, ce processus de création, il repose sur des humains, sur des dispositifs, sur des conventions, et ils peuvent être imparfaits, d'autant plus lorsqu'on est dans une situation d'urgence. Donc si vous entendez quelqu'un vous dire « Non mais moi, je m'appuie que sur les faits, que sur les données, que sur le concret », eh bien, dites-vous que les chiffres, ça se discute, et qu'il est toujours intéressant d'aller regarder comment ils sont construits et de vérifier leur solidité. Et surtout, gardez en tête que s'il existe deux chiffres différents pour un même phénomène, ça ne veut pas forcément dire qu'on essaye de vous mentir ou qu'il y en a un qui est volontairement trompeur, et le plus souvent ça s'explique simplement par le fait qu'il repose sur des méthodologies ou sur des définitions différentes, ou bien qu'ils sont trop récents et qu'ils demandent à être consolidés. Et je sais bien que notre volonté de clarté et de connaissance a souvent du mal à supporter ce flou et veut connaître LA vraie donnée véritable et définitive. Mais c'est souvent impossible. La donnée parfaite n'existe pas. On reparlera de ça dans un prochain épisode quand on discutera des statistiques de la déviance, mais ça c'est un gros morceau, alors d'ici là,
Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode s'il vous a plu. Un grand merci à tous les chercheurs qui ont participé à cette étude. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler qu'elle a donné lieu à un article scientifique qui paraîtra à la fin de l'année dans la revue d'anthropologie des connaissances sous le titre « Faire remonter les chiffres du Covid, la centralisation des données de la pandémie et ses épreuves » de Marine Boisson et Jérôme Denis. Je mettrai bien sûr un lien dans la description dès qu'il sera accessible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!